Démarrons la séance, on a le plaisir d'accueillir Philippe Granger qui va nous parler de son unification contextuelle, donc tel que tu le dis, de la physique quantique et de la physique classique. Tu n'as pas donné le nom de ton interprétation habituelle, CSM. Oui, non, j'ai beaucoup de titres possibles. Oui, voilà. Ça s'en est. Mais celui-là sera très bien. Oui. Et donc Philippe, tu as la parole. Merci. Merci Hervé pour l'invitation. Je vais vous parler de réflexion sur les fondements de la mécanique quantique. J'ai commencé ça à peu près il y a 20 ans. Vous voyez, le premier article que j'avais publié était en 2002. Donc je travaillais à l'époque à Polytechnique, j'étais prof à Polytechnique, j'avais pas mal discuté avec Jean-Louis Badevant. Il y a certaines inspirations qui viennent de lui en fait, mais j'ai un peu remis ça à ma sauce. Et puis ensuite ça a évolué, j'ai beaucoup travaillé avec Alexia Oufeb, qui était alors à Grenoble. Ensuite Alexia est partie à Singapour et on s'est un peu écarté. Je suis allé la voir l'été dernier, elle dirige un labo à Singapour, ça l'occupe à plein temps. Donc j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Matthias van den Bosch, qui est en fait, dans sa vie quotidienne, il construit des fusées, des satellites, à Thalès, à Toulouse, mais il a une thèse de physique théorique et donc il s'est intéressé à mon affaire et on a pas mal travaillé ensemble. Et puis le dernier article, c'est un article commun en fait de tous les gens avec qui j'ai discuté. Donc il y a aussi une philosophe, vous voyez que Nella Farouki, avec qui j'ai aussi écrit des petits articles et avec qui on a beaucoup discuté. Voilà, donc le point de départ, vous connaissez tous, c'est la violation loophole-free des inégalités de Bell. Donc il y a eu 3 manips en 2005 qui ont violé les inégalités de Bell aussi bien qu'on peut le faire raisonnablement, c'est-à-dire que tous les échappatoires étaient fermés. Donc moi j'ai travaillé là-dessus comme étudiant avec Alain en 82, ça c'était en 2015, ça a pris du temps, mais les physiciens sont obstinés, ils y sont arrivés. Et donc vous voyez que Alain il a écrit, donc on a, en fermant les derniers loopholes, 3 tests expérimentaux des inégalités de Bell ont éliminé les derniers doutes qu'on puisse utiliser le réalisme local et ça ouvre la porte aux technologies quantiques. Donc le réalisme local, qui est une espèce de résumé des hypothèses de Bell que je ne vais pas rappeler, vous connaissez tout ça très bien, sont pas valables, sont contredits par l'expérience, par la mécanique quantique, par à peu près tout. Donc ça a plein de conséquences. Alors une conséquence sympa, vous la connaissez, ça a été le prix Nobel des 3 héros en 2002. Alain Clauser et Zellinger. Donc moi je vais plutôt revenir à la base là. À la base, cette question est une question philosophique. Qu'est-ce que le réel ? Qu'est-ce que la mécanique quantique peut nous apprendre sur le réel ? Donc il faut dire un peu, si on parle de réalité, quel point de vue philosophique on adopte ? Donc je vais vous dire quel est mon point de vue philosophique. Je considère que je suis réaliste. Et qu'est-ce que c'est que le réalisme pour moi ? Ça énerve Hervé, je sais. Le réalisme pour moi, c'est que le but de la physique, c'est d'étudier des entités du monde naturel qui existent indépendamment de la perception de tout observateur et qui obéissent des règles universelles et intelligibles. Alors je n'explique pas ça, c'est le fondement, c'est philosophique, mais je pense qu'il y a un réel externe que nous on a équipé mentalement. C'est en fait, l'espèce humaine qui est faite comme ça. On peut comprendre et on peut agir. C'est fabuleux quand on y réfléchit, mais c'est mon point de départ. J'essaye pas d'expliquer ça. Quand on est dans ce cadre-là, on aime bien dire que des événements certains et reproductibles sont réels. Et donc, c'est un peu pour moi l'esprit de ce qu'avaient dit Einstein, Podolsky et Rosen, sans en aucune façon déranger un système. On peut prédire avec certaine certitude, avec une probabilité égale à 1, la valeur d'une quantité physique. Alors, il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité. Donc ça c'est EPR, et puis vous savez, il y a tout le raisonnement ensuite, la mécanique quantique est incomplète, etc. Donc Bohr a répondu tout de suite que ça marche pas, non Albert, ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. Les conditions même qui définissent les types de prédictions possibles qui concernent le futur comportement du système constituent un élément inhérent à la description de ce qu'on peut appeler réalité physique. Donc bon, je n'ai pas tout lu, mais c'est... Bon, Bohr a la réputation d'être obscur. Moi, je trouve que c'est pas si obscur que ça. Et en tout cas, je voudrais revenir sur ces fameuses very conditions. Qu'est-ce que c'est que ces very conditions qui définissent les probabilités possibles ? Donc, je fais ma petite bidouille que vous connaissez sans doute déjà. Je reprends EPR et je me dis qu'est-ce qu'il faut ajouter à EPR sans déranger un système, etc., pour que ça devienne vrai. Vrai, c'est-à-dire en accord avec la mécanique quantique, avec l'expérience, avec tout. Et je prétends qu'il ne faut pas changer grand-chose.
il suffit d'ajouter quelques mots, en fait. Il ne faut pas déranger le système et il ne faut pas changer le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est l'appareillage qu'on utilise pour faire la mesure. Donc si on n'affecte pas le système et qu'on ne change pas le contexte, alors tout redevient certain et reproductible. C'est simplement si on fait une manip et si on refait la même manip, c'est une des bases de la mécanique quantique, on va retrouver le même résultat. Mais il faut refaire la même manip. Alors on autorise aussi le système à évoluer entre les deux, à ce moment-là ça reste certain, mais cette certitude reproductible, c'est le point essentiel qui requiert qu'on fixe le contexte ou qu'on connaisse l'évolution, etc. Et donc ce truc-là, c'est pas vraiment un état, donc j'appelle une modalité parce que vous allez voir plus loin que c'est pas un état. Donc ce que je prétends, c'est que c'est d'accord avec la certitude, comme Einstein voulait des certitudes, on a une certitude, c'est un truc prédictible, reproductible, etc. Et il y a les fameuses very conditions, et les very conditions, c'est le contexte en fait, c'est que l'objet quantique est dans un contexte qui est classique. Et donc ça nous dit que l'objet, ce que j'appelle l'objet physique, c'est pas l'électron, le photon, le bidule, c'est ce bidule dans un contexte. C'est un système dans un contexte. Le système étant un objet quantique et le contexte étant classique. Voilà, donc le petit dessin, donc on a la réalité physique globale, nous l'observateur, le système quantique qui est toujours entouré d'un contexte qui est classique. Donc il n'y a pas de conscience, il y a des physiciens, alors on nous dit, bien sûr il y a des physiciens pour faire de la physique, mais pour moi ça c'est objectif, c'est-à-dire le système dans son contexte, c'est une réalité qui existe, voilà. Alors bien sûr il y a une séparation entre le système et le contexte, c'est le fameux Heisenberg cut, et j'y reviendrai dans la suite. Est-ce que j'ai le droit de noter observeur? Oui, tu peux. Encore, hein. Oui, ça marche. On n'est pas là pour en parler, mais normalement ça fonctionne encore. Oui, c'est objectif en ce sens-là. Oui. Mais une question qui va dans le sens de ce que demande Franck. Alors, on a l'observeur, d'accord, mais le contexte, est-ce que c'est obligatoirement un contexte, comme on a dit, un appareil de mesure en physique quantique qui est orienté à faire une mesure? Non. Ou est-ce qu'un contexte, ça peut être autre chose? C'est plutôt un état du monde classique, en quelque sorte. Ce qui veut dire que, par exemple, imaginons avant l'apparition des hommes, il n'y avait pas d'appareil de mesure, évidemment, non. Mais il y avait quand même des contextes. Il y avait quand même des contextes. C'était le monde classique tel qu'il est, c'est ça le contexte. Il ne faut pas de contrafactualité, c'est-à-dire c'est le monde factuel. C'est ça. Alors le monde factuel, quand c'est un appareil de mesure, c'est l'appareil de mesure, s'il est orienté comme ça, il doit être orienté comme ça et pas comme ça. Il ne faut pas changer au dernier moment. Voilà, alors comment tu définis la propriété d'un système dans un contexte qui n'est pas un appareil de mesure? C'est quoi? Ça correspond à quoi? On y reviendra tout à l'heure si tu veux. En fait, vous allez voir plus loin qu'un système, un contexte, pardon, c'est beaucoup de systèmes. À la limite, à une infinité de systèmes. Mais je reviendrai là-dessus à la fin. Et donc, j'aime bien cette petite phrase de Pérez et Zurek qui dit que bien qu'elle puisse décrire n'importe quoi, la mécanique quantique ne peut pas inclure tout. Il y a toujours un truc qui échappe à la description quantique habituelle, unitaire, etc. Je vais revenir là-dessus. Et c'est le contexte. C'est-à-dire que, en gros, nous sommes classiques, mais toutes les parties de nous, si on les regarde avec un microscope, sont quantiques. Donc la description quantique n'est pas inclusive. Alors bon, donc là je me heurte frontalement avec notre ami Hervé, qui lui pense que tout est un grand psy. Vous voyez, c'est pas un grand psy, mais je vais abondamment revenir là-dessus. Le psy, c'est un truc local en fait. Bon, mais je vais revenir. Donc une autre façon de le montrer, c'est avec des petits dessins, puis après j'arrêterai avec les petits dessins. Donc classiquement, le contexte c'est l'appareil de mesure, c'est un outil, et puis les propriétés appartiennent au système. Donc l'observateur utilise le contexte appareil pour apprendre des choses sur le système, et puis ces choses, une fois qu'elles sont mesurées, elles appartiennent au système. Ce sont des propriétés du système. L'objet c'est le système. L'ontologie quantique habituelle, c'est basé sur l'intrication. Vous savez, on intrique le système avec des ancillas, puis avec le contexte, puis avec l'observateur, puis avec tout les un, et finalement, tout est mangé dans un grand psy dont on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. En particulier, ce truc-là, comme il y a plusieurs résultats aux mesures, ça conduit à plusieurs réalités macroscopiques, ce qui est fondamentalement pas vrai dans mon petit truc à moi, puisque j'ai toujours mon contexte qui écrante.
la réalité microscopique par rapport au monde macroscopique. Et donc, ça tolère mon postulat qu'il y a une réalité macroscopique unique. Il n'y a vraiment qu'un monde macroscopique. Il n'y a pas de psy universel avec des machins à la Everett, là, qui font tout. Donc, ça, c'est un peu les idées de base. Alors, à partir de ça, j'ai construit des postulats qui vont me permettre de reconstruire la mécanique quantique. Donc, axiome 0, il y a un univers macroscopique unique où une mesure donnée donne un résultat donné. C'est idéalisé, bien sûr, mais enfin, c'est ça que je veux. C'est postulat 0. On est d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, ah oui, non, je sais qu'Hervé n'est pas d'accord, donc Hervé s'abstient poliment. Oui, mais si vous avez des questions, allez-y. Non. Oui. Et juste un point. Le il y a me gêne, comme si c'était défini indépendamment de toute considération. Le il y a, Véris, tu veux dire le Véris. Il y a oui. un physique, macroscopique, unique, etc. En fait, souvent on remarque que Bohr, pour poser son monde macroscopique, a eu besoin de certains critères pragmatiques qui finalement réfèrent à nous en tant qu'être connaissant. Oui. Par exemple, c'est communicable, c'est univore. Oui. Alors, moi, ça, on en a parlé, même on discute beaucoup avec Franck. Moi, je ne mets pas spécialement de langage là-dedans. Je mets ce que j'ai dit au début, c'est cette aptitude de l'esprit humain à conceptualiser. Mais pour moi, c'est super naïf, quoi. Mon monde macroscopique, il est là. Et si moi, j'étais pas là, ou vous n'étiez pas là, il serait quand même là. Il y avait des dinosaures, on n'était pas là, mais il y avait quand même des dinosaures. Je crois que les dinosaures existaient. Ils n'étaient pas des vues de l'esprit. Hein, donc il y a bien un monde macroscopique unique. C'était pas des dinosaures. C'était pas des dinosaures. C'était quoi? La forme d'un dinosaure, les propriétés d'un dinosaure, renvoient à quelque chose de réel, mais ils n'existent pas comme réalité. Ils n'existaient pas comme réalité? Si, ce qui vient derrière. Il y avait personne qui les appelait des dinosaures, mais ça c'est sûr. Enfin, je pense à moins qu'ils étaient très malins. Mais comment vous allez. Il n'y a personne qui les. Vous voyez? Oui, mais. Donc l'image même d'un dinosaure n'était pas là. Peut-être qu'ils avaient des plumes, je suis d'accord. Non, la notion de plume comme partie d'un objet n'était pas là. Là, je suis vous pas avez d'accord. peut-être des atomes organisés d'une certaine façon, des molécules organisées d'une certaine façon. Qui ressemblaient à des grosses bêtes là, avec des pattes. Il y a un a priori philosophique qui se dit je pose ces questions. Oui, c'était. Oui, non. Oui. Bon, il a le droit. Non, ouais. Il a le droit. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que là, on pose un monde indépendant de nous déjà là, avec des propriétés descriptives. C'est-à-dire on pose un monde décrit. Parce que vous ne croyez pas que les dinosaures, c'était d'étranges assemblages d'atomes qui se dévoraient entre eux? Mais absolument. Mais c'est évident qu'ils sont là. Pardon? C'est évident qu'ils sont là indépendamment de nous. C'est évident. Mais les oui, pierres sont là on est indépendamment de d'accord. nous. Alors, je ne comprends pas le problème. Parce que si vous dites qu'ils sont là indépendamment de nous, c'est exactement ce que je dis. Non, indépendamment de nous, vous ne savez pas ce que c'est. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des propriétés, ce ne sont pas des... C'est quelque chose qui n'est pas encore décrit. Mais on s'en fiche que ce soit décrit. C'est bien le problème, oui. C'est ce qu'on disait tout à Oui, l'heure. alors c'est un réalisme vide. Pardon? C'est un réalisme vide. C'est un réalisme qui pose un a priori d'existence sans définir en quoi que ce soit ce qu'est cette existence. C'est ça le problème. Donc vous ne croyez pas qu'il y a des objets indépendamment de nous? Il n'y a pas d'objets indépendants, ce ne sont pas des objets. C'est pas des objets. Non. Bah, écoutez, Mais des petites bêtes là, c'est quand même des. Ce Qui se sont bouffent pas entre des elles, non? objets. C'est pas des objets, les petites bêtes. écoutez, on a fait suffisamment pas. d'études sur la façon dont nous, notre conscience, construit des objets, pour savoir qu'un objet, c'est très compliqué. Oui, mais vous voyez bien que. Un objet perçu, c'est très compliqué. C'est mon premier truc là. Hein. Mon premier truc, Oui. c'est qu'il y a une réalité qui existe indépendamment de nous, de notre Mais perception, et absolument, qu'on est vous capable avez de totalement comprendre. raison. Et donc, quand on n'était pas là il y a 65 millions d'années, il y avait bien ces grosses bêtes que maintenant on peut Non, ce ne sont reconstruire. pas des grosses bêtes qui étaient là. Il y a une réalité qui était là. Bon, ok. Non, d'accord, et non, et c'est quand même très important. Vous dites qu'il y a une réalité qui est là, mais là ce que je vous dis, c'est que cette réalité, elle n'est pas encore connue en quoi que ce soit. Donc vous avez une réalité, point d'interrogation, qui est là.
Ça, oui, ça, C'est vous comme pouvez le dire. Hervé, vous voulez de la perception partout. Tant qu'on n'a pas perçu, il n'y a rien. Alors, Il y a quelque chose, mais qui n'est pas un objet perçu. Alors, je peux- C'est quand même extraordinaire. Oui. Mais je ne dis pas que c'est un objet perçu, puisqu'il n'est pas perçu, mais je dis que c'est un objet. Ce n'est pas un objet. Un objet, c'est de la lumière qui envoie des choses et qui sont traitées par votre rétine, après par votre cortex, etc. Donc, Et qu'il y ait des lumières, qu'il y ait de la lumière et de l'information dans les rayons lumineux, certainement. Mais ça, c'est pas un objet. Je vous ai dit au début, si vous ne croyez pas à mon petite approche réaliste, Si effectivement, vous après, avez on y comprend raison rien. d'être Il réaliste. faut le faire. Oui. Vous avez raison. Simplement, il faut juste reposer un petit peu ce que dit Jean, c'est-à-dire, je peux imaginer que, à l'époque où il y avait des dinosaures, comme tu le dis, il y avait des dispositions à ce que quelqu'un puisse voir cela comme dinosaure. Mhm. Et du coup, ça unifie un petit peu ton schéma, c'est-à-dire qu'il y a de la nécessité de se rapporter au contexte partout, à toutes les échelles, y compris à l'échelle. Oui, au contexte, mais pas à la perception. Donc, Peu importe. Et ça peut être la perception de j'ai l'impression que vous me dites que quand c'est pas perçu et conceptualisé par un esprit humain, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça On n'existe Alors, je pas, comprends ça pas ce que vous n'existe dites. pas. Ça existe comme potentialité de donner la Ça, ça existe, mais ça existe comment? Ok, bon, Quelque chose écoutez. qui n'est ni pensé, ni décrit, ni descriptible, ni pensable, ni rien du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un point d'interrogation qui est là. Vous avez raison d'être réaliste. En fait, ce transparent fait référence au précédent, hein, donc avec Einstein, Bohr, etc. Donc ça fait référence au fait que mon objet, c'est un système dans un contexte. Voilà. Et donc cet objet qui est un système dans un contexte a des propriétés que j'appelle modalités, qui sont réalistes dans le sens qu'elles peuvent être certaines et mesurées de manière répétitive sur ce système. Voilà, donc il y a un ensemble complet, c'est tout ce qu'on peut mesurer, et c'est la modalité, donc la propriété est attribuée à un système dans un contexte. Donc, vous voyez, bon, alors je fais de la provoque pour énerver Franck. Donc, vous voyez, la polarisation n'appartient pas au photon, elle appartient conjointement au photon et au polariseur. Voilà. Bon, et les modalités, bon, ça j'y reviendrai. Alors ça. Elle appartient complètement au photon et au polariseur qui a polarisé le photon. Qui a polarisé le photon, oui. Celui de préparation, pas celui de mesure. Oui, oui, je suis d'accord. Ah. Si, non, mais c'est vrai, c'est une précision utile. Oui, non, mais est-ce qu'on peut dire ça? Mais ça va changer après, bien sûr, quand on fera une mesure, et ça appartiendra après comme la mesure dans une mécanique quantique idéalisée, c'est aussi une préparation. Oui. Quand on aura mesuré, on aura refait une préparation et la propriété appartiendra au photon, toujours le même photon si on aurait été assez malin pour le garder, comme à Roche, mais dans un nouveau contexte, c'est-à-dire référé à un nouveau polariseur. Oui. Donc la polarisation que tu obtiens, que tu as mesurée, oui. C'est une préparation, appartient, dit Franck, au polariseur qui t'a servi à préparer le photon. Oui, mais il est classique le polariseur, c'est pas. Oui, okay. Maintenant, une fois que ça c'est fait, tu as une modalité avec ton polariseur qui fait que tu as une certitude sur l'état de polarisation de ton photon. Oui. Donc, as-tu besoin à ce moment-là de dire que la polarisation que tu connais avec certitude, appartient uniquement au polariseur que tu as utilisé pour préparer ton photon, ou est-ce que tu es obligé de dire, pour être cohérent avec la suite de ce que tu vas dire, et dans le cas où tu ne connais pas à l'avance quel est le résultat, est-ce que tu n'es pas obligé de dire que la polarisation de ton photon appartient en fait au photon et au contexte qui sera ton contexte de mesure ultérieurement? La question c'est de savoir si ça appartient au polariseur d'avant ou au polariseur d'après. Polariseur d'avant. Sauf quand je fais une mesure, et quand je fais une mesure, je change de contexte, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et la mesure, c'est une nouvelle préparation. Si tu as un photon qui débarque, qui n'a pas été préparé, eh bien la polarisation, elle appartient au polariseur qui va servir à faire la mesure. Non, tant que la mesure n'a pas été faite. Par exemple, j'ai un interféromètre, je rentre par là, je partage mon photon en deux, je fais une superposition de ces deux-là. Là, je n'ai pas fait de mesure encore. Donc je peux recombiner mon truc et je retrouve mon photon initial. Oui. Donc vous voyez que tant que la mesure n'a pas été, on dit parfois actualisée, c'est l'ancien contexte qui fait référence. Je peux faire des transformations unitaires sur mon système en se référant toujours à l'ancien contexte.
C'est seulement quand on fait une mesure, c'est ça qui change les choses, mais je donnerai plus de détails, qu'il se passe des choses. Et alors ne dis pas surtout que le photon tout seul porte la polarisation, parce que donc, je te donne le photon, tu es incapable de trouver la polarisation. Donc ce n'est pas une propriété objective du photon. Attends. Là, t'as dit, enfin, on va te couper toutes 5 minutes. Non, mais ça c'est important. Parce que tu n'es pas capable de la connaître, il ne la porte pas. Surtout quand on est réaliste. Si tu es réaliste, tu peux admettre que quand on est réaliste, on suppose que les propriétés, qu'on les connaisse ou pas, elles sont là. Donc ne me dis pas que parce que tu ne la connais pas, il ne la porte pas, parce que c'est contraire avec ton hypothèse de départ de réalisme. Non, pas du tout. Non, attends, Hervé, tu ne peux pas dire ça, franchement. Qu'on dise que ce soit une propriété conjointe. D'abord, il me semble qu'empiriquement, il faut d'abord faire une préparation avant de faire une mesure. Sinon, ça ne signifie rien du tout. C'est ce que dit, je pense, Philippe. S'il n'y a pas de préparation pour dire comment le photon qu'on envoie dans l'appareil de mesure, il a une fonction d'onde qui est bien déterminée, on ne peut rien dire. C'est-à-dire que le photon non préparé, il n'a pas de propriété, enfin, au sens... On peut définir mathématiquement, c'est des matrices densité, mais c'est pas, il n'a pas la propriété modalité au sens. La propriété modalité, si on se réfère au formalisme actuel, c'est un état pur. C'est connu, c'est déterminé, c'est reproductible. Oui. Et donc là, il faut une préparation et des mesures. C'est très idéalisé tout ça, mais je vais d'un état pur à un autre état pur. Voilà. Bon, ok. Donc ça, c'est juste le paysage. Après, le truc actif, c'est le suivant, que j'appelle quantification contextuelle. C'est que, étant donné un système, quand je fais une mesure, je peux avoir n résultats distinguables et qui sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire, si j'ai l'un, j'ai pas l'autre. Et c'est n, ce n est une propriété du système. Donc c'est la dimension, ce sera la dimension de l'espace de Hilbert, mais là j'ai pas d'espace de Hilbert, c'est la dimension et ça caractérise mon système. Par exemple, si c'est 2 spins, eh bien j'ai 4. Et quoi que je fasse, je ne peux avoir que 4 résultats mutuellement exclusifs. Quoi que je fasse, n'importe quoi, c'est ça qui définit mes 2 spins, c'est un résultat parmi 4. Si je fais une mesure, j'ai un résultat, et je donnerai des exemples tout à l'heure. Donc ça, c'est fondamental, parce que ça, c'est très, très puissant. Vous voyez bien que ça veut dire en particulier que si je fais une autre mesure qui donne aussi 4 résultats, je ne peux pas combiner ces mesures, parce que ça me ferait 8 résultats. Donc ça force une description probabiliste, en fait. Si vous croyez à ce postulat, bien sûr. Mais ce postulat, c'est juste la quantification. C'est que les résultats sont quantifiés et le nombre de résultats mutuellement exclusifs sur un système donné est une propriété de ce système. Voilà. Après, je peux faire des mesures. Donc, si je fais des mesures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que je dis, c'est que je change le contexte. Et là, l'ensemble des transformations de contexte, c'est un groupe continu, essentiellement. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que mon polariseur, je peux le tourner comme je veux. Et si c'est un spin, je peux mettre les champs magnétiques que je veux, c'est tout classique et c'est continu et je fais ce que je veux. Donc il y a un conflit qui va être là tout le temps entre la quantification des résultats dans un contexte et la continuité des contextes. Et c'est Gleason par exemple qui repose là-dessus. Mais je reviendrai là-dessus aussi. Juste une remarque, moi, j'achète toutes les 3 derniers axiomes, sans problème. Je pense simplement qu'ils doivent recoupler sur l'axiome 0. Oui, mais ça, ce sera le dernier transparent si j'y arrive, et là je suis mal parti pour y arriver. Voilà, d'accord. Ça reboucle, ça va. Ouais. Mais sinon, je trouve qu'il y a une espèce de rupture. Ah ben, c'est parce qu'on a beaucoup embêté. Vous avez vu, ça annonce la couleur. Ça déclenche les passions. Ça annonce la couleur. Ok. Les dinosaures, c'est comme bof. Non, mais les dinosaures, vous voyez. Non, les dinosaures, pour moi, il est dans le contexte, il n'est pas quantique, justement. Ma quantification des propriétés, elle ne tient pas debout, ça n'a aucun sens. La quantification des propriétés, elle ne tient pas debout. Non, la quantification à n fixe, c'est vraiment non classique. Ça n'a rien à voir. Ah bon. Ok, on parle. Excusez-moi, sur l'axiome 2, l'observation 2. Non, c'est le nombre d'états propres. Non, c'est le nombre de résultats. C'est le nombre d'états propres, c'est la dimension de l'espace de Hilbert. Mais je vais donner des exemples. Voilà. C'est le nombre d'états propres de chaque observable. C'est le nombre d'états propres de chaque observable. Voilà. Bon, donc je fais des petites manips de Bell. Donc vous connaissez deux spins, je vais faire avec des spins. Donc sur un spin, je peux mesurer A ou A', sur l'autre spin, je peux mesurer B ou B'. Donc j'ai un seul spin,
n égale 4 états. Dans tous les cas, je n'ai que 4 écarts. Et puis, je peux faire des mesures A' d'un côté, B' de l'autre. Mais en fait, j'ai postulé que c'était continu. Vous allez voir, mais A et A', ils tournent comme ils veulent. Mais j'ai toujours 4 états. Voilà. Et donc, ça veut dire que j'ai 4 objets. Et donc, si j'ai 4 objets, j'ai des probabilités afférentes à ces 4 objets. Je ne peux pas violer les inégalités de Bell, je ne peux même pas les écrire. Donc voilà, ça roule. Maintenant, qu'est-ce que font les inégalités de Bell? Ce qu'elles disent, c'est qu'on mesure sur la paire de photons. Et si on mesure sur la paire de photons, rien ne m'empêche d'attribuer une probabilité au résultat A+, A'+, le carré en haut à gauche. Donc ça, je devrais avoir une probabilité, puisque c'est une propriété du photon, de la paire de photons. Alors pour moi, c'est pas ça, mais c'est ce que supposent les inégalités de Bell, c'est qu'on attribue les propriétés à la paire de photons, hors contexte. À gauche, il y a le contexte, à droite, il n'y a plus de contexte. Quoi qu'on fasse, on tombe sur les inégalités de Bell, et ça contredit l'expérience. Donc bon, c'est une façon comme une autre de démontrer les inégalités de Bell. Je crois que j'avais même fait ça dans ma thèse de 3e cycle. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs comme ça. Tu attribues des propriétés contrafactuelles, on dit, en mettant une probabilité à l'événement A+, A'+, sachant que cet événement n'est pas réalisable. On ne peut pas mesurer à la fois cette polarisation-ci et cette polarisation-là. Mais si c'était le photon qui portait, on pourrait la définir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, alors maintenant, il y a plein de contextes. Il n'y en a pas que 4. Il y en a plein. Donc je reprends mes 2 spins. Vous savez que sur mes 2 spins, je peux mesurer par exemple SZ1 et SZ2. Au lieu de mesurer avec un angle, je mesure simplement ZZ. Et donc j'ai les résultats habituels, plus, moins. Mais je peux aussi mesurer le spin total. Aux premières années de mécanique quantique, on couple les 2 spins, on a les résultats S égale 1, S égale 0, M égale 0 plus ou moins 1, et ça fait à nouveau 4 états. Donc c'est bien mon théorème. Quoi que je fasse, c'est toujours 4. Et je peux aussi mesurer ce qu'on appelle les états de Bell. Donc les états de Bell, s'ils sont marqués en bas à droite, c'est des états intriqués. Donc en haut, rien n'est intriqué. Au milieu, il y en a 2 qui sont intriqués, 2 qui ne sont pas intriqués. Et puis en bas, ils sont tous intriqués. Why not? Donc, voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un tour de passe-passe, là. Vous voyez que ces contextes sont, comme on dit, incompatibles. C'est des choses qu'on ne peut pas mesurer ensemble. Néanmoins, il y a un truc magique qui est que si, par exemple, on prend le premier contexte, on trouve plus, et puis on passe au deuxième contexte. Ça ne commute pas, c'est incompatible. Néanmoins, si on est sûr de ça, on est sûr de ça. Donc vous voyez, j'ai changé de contexte, c'est comme ça là, mais ça et ça c'est matché. Donc si je suis sûr de ça, je suis sûr de ça. Parce que plus c'est un 1, on sait tout ça, premier cours de mécanique, première année, pas la première séance, la 3e séance de mécanique quantique, quand on couple les moments cinétiques. Pareil, ça c'est ça, ça c'est ça, et ça c'est ça. Donc ces états quantiques ont une propriété très particulière qui est que la certitude peut se transférer entre les contextes sur un état particulier. Moi j'ai donné un nom à ce truc-là, je l'ai appelé extravalence, c'est une relation d'équivalence, c'est la certitude mutuelle. Un état est mutuellement certain avec lui-même, mais il est aussi certain avec un autre qui est dans un autre contexte, c'est ça qui est étonnant, parce que les contextes en fait ne sont pas compatibles. Donc cette corrélation certitude mutuelle, je l'appelle extravalence, alors elle a d'autres noms. Dans le contexte de la démonstration de théorème de Gleason, ils appellent ça intertwining. Donc on dit que les 2 contextes sont intertwined parce qu'ils partagent un état en gros. Donc cette situation-là, ça fait que les contextes ne sont pas indépendants. Vous voyez, là je donne des exemples pour être bien concret. Comme un truc aussi très important qui est majeur pour Gleason, c'est que si ces états sont mutuellement certains, eh bien, on peut dire que la probabilité... Après, ils pourraient ne pas être certains. Mais comme ils sont mutuellement certains, la probabilité appartient à la classe d'extravalence. Évidemment, vous allez me dire que c'est le même psi. Alors, si on prend la mécanique quantique textbook, c'est évident, puisque c'est le même psi. Plus, c'est 1,1. Mais c'est quand même pas évident que ce soit le même psi. Donc, c'est en fait, pour moi, 2 modalités mutuellement certaines dans des contextes différents.
Donc j'essaye de me débarrasser du formalisme en fait et de ne considérer que des évidences empiriques. Alors ce que je dis là, on peut dire c'est un peu abstrait, mais non, après 100 ans de mécanique quantique, c'est complètement trivial. Absolument personne ne va mettre en doute que si on fait n'importe quelle expérience pour vérifier ça, ça va vérifier. Donc je considère que ça, ce que je dis là, ce sont des évidences empiriques. Après les Loophole-Fruebel tests, ce serait quand même très étonnant que ça ne marche pas. Voilà, et donc après, j'oublie la mécanique quantique et je dis comment construire une théorie qui fait ce que je viens de dire. Donc ce que je viens de dire, c'est quoi? Je veux n, toujours n modalités mutuellement exclusives dans n'importe quel contexte, et je veux pouvoir transférer la certitude d'une modalité entre les contextes. Donc je veux un formalisme mathématique qui me fasse ça. Donc je ne vais pas le déduire, parce que moi j'ai appris quand j'étais petit qu'on ne déduit pas les formalismes mathématiques, on les induit. C'est-à-dire, on les pose et puis on regarde si ça fait ce que je veux. Donc, je le pose, je vais dire, je vais associer à mes classes d'extravalence, en fait, des projecteurs. Donc, je veux attribuer un projecteur n par n, de façon à ce que des projecteurs orthogonaux correspondent à des événements mutuellement exclusifs. Donc un contexte, c'est n projecteurs orthogonaux, et le même projecteur correspond au transfert de certitude. Voilà. C'est relativement innocent. Bon, voilà. Bon, je construis. En tout cas, je peux toujours faire ce modèle et puis voir ce que ça donne. Donc, comme la probabilité, il y a des certitudes mutuelles, la probabilité n'appartient qu'à la classe d'extravalence, qu'à l'état, on dirait. Et, vous voyez, les probabilités sont non contextuelles, puisqu'elles sont les mêmes là, dans la mesure où c'est la même classe d'extravalence, ou le même psi, on dirait. Mais bon, j'ai pas de psi vraiment encore là. Et puis aussi, mais les probabilités dans un contexte donné sont 1. Ok? Ça roule. Et quand tu parles d'un projecteur, tu sous-entends projecteur, il y a un espace projecteur. Oui, oui. Tu as introduit un espace d'état. J'ai introduit un espace des états. Je préfère, je pourrais dire, oui, un espace des états. Je préfère, en fait, c'est une algèbre. Je préfère dire des projecteurs. C'est des projecteurs orthogonaux parce que les projecteurs, mais en fait, en pratique, c'est équivalent. On le sait bien. Écrire psi ou écrire psi quai de bras, là, c'est le même objet, en fait. Donc, je préfère parler du quai de bras que du psi tout seul, mais je suis complètement d'accord. Ça revient à dire que les projecteurs, je pense qu'en algèbre, on peut les considérer, c'est des machins P croix égale P et P2 égale P, idempotent et tout ça, c'est des objets algébriques. Alors on peut définir des projecteurs, on peut aussi les définir géométriquement, mais enfin tout ça, voilà. Je fais pas trop de maths en fait, mais voilà. C'est pas ça qui est le point essentiel. Donc le point essentiel, c'est que j'ai ça, j'ai mes projecteurs, ok, j'admets qu'ils agissent dans un espace. Et après, j'ai mes deux théorèmes diaboliques qui s'appellent le théorème de Houlorne et le théorème de Gleason. Donc le théorème de Houlorne, il dit que, voilà, c'est écrit, donc on considère deux contextes. Donc un contexte, c'est des n projecteurs orthogonaux. Et je veux que quand je change de contexte, si j'ai n projecteurs orthogonaux, la transformation qui change de contexte dans l'espace des projecteurs conserve l'orthogonalité. Et si c'est vrai, le théorème de Houlorne, il dit que ça doit être une transformation unitaire ou anti-unitaire. Hein? Donc Franck a écrit un petit chapitre à ma demande. Voilà, et donc ce que tout le monde connaît en général, c'est le théorème de Wigner. Le théorème de Wigner dit la même chose, mais en supposant que ça conserve le module du produit scalaire. Et vous voyez que Houlorne, il dit que c'est une hypothèse beaucoup trop forte. Il suffit de conserver le module du produit scalaire quand il vaut 0. C'est-à-dire, il suffit de conserver l'orthogonalité. Et si tu conserves l'orthogonalité, tu as une transformation unitaire ou anti-unitaire. Et puis après, donc, je rajoute un petit truc en plus petit, que comme je veux tourner à partir de l'identité, je veux pouvoir ne rien faire, ce qui est connecté continuellement à l'identité, parce que je veux que ce soit continu, c'est les transformations unitaires et pas anti-unitaires. Je n'ai pas trop réfléchi aux transformations anti-unitaires, je dois dire, mais j'ai ce petit argument qui permet de les mettre de côté. Et donc, mon système, les projecteurs qui décrivent mon système évoluent de manière unitaire, ce qui est sympa. Il n'y a que des espaces de dimension finie, d'ailleurs. J'ai que les espaces de dimension finie, oui. D'ailleurs, tu verras, ça va un peu cafouiller. Alors, disons, on le sait mathématiquement, c'est infini dénombrable, c'est tolérable. Tout se passe bien si on reste dans l'infini dénombrable.
les bases hilbertiennes en quelque sorte. Mais après, infini non dénombrable, alors là ça explose complètement, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est Houlorne, donc ça me donne des transformations unitaires qui ne sont pas du tout des transformations des contextes, c'est des transformations du système, c'est pas global, quoi, c'est local, voilà. Et puis après j'ai le théorème, l'autre, Gleason, alors c'est encore plus fort. Alors Houlorne n'est pas facile à démontrer, Gleason est carrément difficile à démontrer, mais les hypothèses, je me suis débrouillé pour que ce que je vous ai dit avant, c'était soit les hypothèses du théorème de Gleason, en particulier l'extra-contextualité des probabilités, le fait que la probabilité dépend du projecteur et pas des autres, d'un projecteur et pas de ceux qui sont autour. Ça c'est essentiel pour Gleason, et ça nous donne la règle de Born pour des états purs ou pas purs, etc. Voilà, donc je dis, vous voyez, c'est... les théorèmes, ils sont bétonnés, quoi. On n'y peut rien. Donc, ça veut dire que si l'unitarité ou la règle de Born sont faux, ça voudrait dire que mes hypothèses sont fausses. Mais on n'a aucune évidence de ça. Donc, je suis content. J'ai fait mon petit truc inductif, j'ai mes théorèmes et je trouve la mécanique quantique. Oui, why not? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, vous voyez, un projecteur, un psi ou un psi-psi, comme on veut, ne définit pas une modalité, puisque dans la modalité, j'ai besoin du contexte. Donc, ça définit une classe d'extravalence. Et donc, je dis aussi que ma modalité, si on se ramène vraiment au formalisme habituel maintenant, c'est un vecteur ou un projecteur, comme on préfère, mais surtout, c'est un projecteur immergé dans une base qui définit le contexte. Et pour définir la modalité, il faut les deux. Donc ça, c'est un peu inhabituel. En mécanique quantique, on dit l'état psi. On peut dire l'état psi si on veut, mais on ne dira pas la modalité psi. La modalité, c'est psi plus une observable dont psi est état propre. Et donc, il y a besoin des deux. Et alors ça change tout. En particulier, j'en conclus que psi est incomplet, comme Einstein. Mais pour compléter psi, il ne faut pas des variables cachées ou quoi que ce soit. Il faut juste préciser à quel contexte appartient psi. C'est-à-dire, s'il y a un vecteur, il faut préciser les n-1 autres vecteurs orthogonaux. Ça définit une base orthogonale, ça définit un contexte, etc. Et à partir de ça, donc je dis que psi est prédictivement incomplet, puis on peut faire un petit raisonnement, et ça, à nouveau, ça dit que on ne peut plus démontrer, si on est dans ce cadre-là, on ne peut plus démontrer le théorème de Bell, ce qui n'est pas surprenant, vu que c'est un des trucs dont je suis parti. C'est très contextuel, en fait. Donc il n'y a pas de théorème de Bell, ça explique une violation. Alors, est-ce que ce truc-là est non local? Est-ce que mettre des contextes est local ou pas local? Alors là, j'ai des milliers de avec Franck. Donc Franck reste, et Alain aussi, Alain Aspect, persiste à dire que c'est une forme de non-localité. Bon, moi je peux bien. Donc, effectivement, s'il faut l'environnement pour définir l'état de l'objet, et l'environnement peut être loin d'ailleurs, c'est une forme de non-localité. Par contre, je montre facilement que cette non-localité ne contredit pas la relativité restreinte, toutes les interactions restent locales, etc. Mais il y a une non-localité quantique qui est, que moi j'appelle incomplétude prédictive. Bon. Mais on est d'accord sur le fond, Franck. Ils disent la même chose, j'ai l'impression qu'ils utilisent des mots différents, mais on dit la même chose. Oui. Est-ce que ce que tu dis, moi ça fait longtemps que je t'écoute, oui. L'impression que j'ai, peut-être ce que dit Franck aussi d'ailleurs, en disant on dit la même chose, ce que tu dis, bien sûr, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire de plus que ce qu'on dit habituellement? Ah oui. À savoir que quand tu as un état, si tu veux savoir en termes de propriété, ce que tu appelles l'incomplétude, on ne peut pas savoir l'état tout seul, mais il faut préciser quel observable tu vas mesurer, donc tu es obligé de lui associer un sigma des AK, psi, psi, k. Oui. Mais ça, c'est un truc totalement standard en mécanique quantique. Oui. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, donc, ce que je ne vois pas, c'est. Et ça, il n'y a aucune contestation. Je ne vois pas ce que tu dis de plus que ce truc-là qui est. Eh bien, disons que jusque-là, je n'ai rien dit de plus. Ah, ok. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le paysage. Et je pense que j'ai bouleversé le paysage. Mais ça va apparaître après.
D'accord. Bon, donc tu es d'accord que ce que tu as dit là, c'est exprimer ce qu'on dit. C'est tous les chers collègues qui me disent c'est du Bohr. Oui, bon, bah, je veux bien. C'est du Bohr. Oui, c'est du Bohr. C'est du Bohr. Oui. Donc ça compte pour du Bohr. Moi, je veux dire, je l'ai entendu 1000 fois, c'est pas la peine d'assister. Hein? Tu l'avais pas entendu celle-là? Alors. L'axiome zéro ne rentre pas en ligne de compte dans tous ces raisonnements. Non, et puis, par exemple, il y a beaucoup de différences avec Bohr. Par exemple, je n'ai jamais parlé de complémentarité ou de trucs comme ça. Je suis dans un cadre différent. Mais c'est pas grave, je ne vais pas me battre là-dessus. Le point important, c'est ce qui est en bas. Parce que ça, c'est une question, c'est le diabolique Gisin, mais enfin, il n'y a pas que lui qui a pensé. C'est que, comme j'ai des contextes et des systèmes, il y a une séparation entre les deux. Et la séparation entre les deux, c'est l'infâme coupure de Heisenberg-Cut. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas répondu. Donc, dans la suite de mon exposé, je vais tordre le cou du Heisenberg-Cut. Hein? Et ça, ce sera plus nouveau, disons, encore que pas complètement nouveau. Je veux dire, depuis 100 ans, les plus grands génies, comme dit Franck, ont réfléchi à ça. Donc, je veux dire, l'herbe, elle est bien coupée. Ce que je fais, c'est plutôt faire du ménage. Essayer de remettre de l'ordre dans tout ce bazar et d'avoir des trucs relativement simples et compréhensibles. Voilà. C'est mon point de vue modeste. Voilà. Donc, comment régler le sort des contextes? Donc, le plus simple, c'est de dire un contexte, c'est un gros système, mais gros, carrément gros. Donc, quand on a plusieurs systèmes, on met des produits tensoriels, on sait faire ça, et puis laissons simplement croître le nombre de systèmes à l'infini, dénombrables. On peut les compter, mais il y en a beaucoup. Donc, on fait un produit tensoriel infini. Et on dit, voilà, on a un groupe psi. Non. Johnny von Neumann a dit en 1939 que non, absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Johnny? C'est qu'on pourrait penser qu'on a un espace de Hilbert infiniment grand avec un psi infiniment gros. C'est complètement faux. Von Neumann, citation, donc les produits tensoriels infinis diffèrent essentiellement des finis par le fait qu'ils explosent en plus petits morceaux qu'il a appelés des produits tensoriels incomplets. Donc ce qui se passe peut être décrit en terminologie quantique comme un partage du très gros produit tensoriel en système qui ne s'intercombine pas d'états, qu'il appelle produits tensoriels, donc direct c'est des tensoriels, hein, c'est juste du vocabulaire ça, c'est des produits tensoriels incomplets. Donc l'espace de Hilbert à l'infini explose. Il n'existe plus, il n'y a pas de groupe psi, c'est mathématiquement faux. C'est une limite qui n'est pas bonne. Et les mathématiciens ont compris ça depuis longtemps, je dis 1939. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, donc il faut faire tendre le nombre de systèmes vers l'infini. Donc en physique statistique, on fait ça couramment. Donc si on a n systèmes microscopiques, on fait tendre n vers l'infini, et puis on sait que tout ça, ça fonctionne très bien pour les transitions de phase, etc. Donc je ne sais pas pourquoi, en physique statistique, prendre des limites thermodynamiques, comme on dit, infinies, ça se fait très couramment et ça traumatise personne. En physique quantique, c'est pas ça, c'est pas vrai. Tout le monde aime pas, les gens n'aiment pas l'infini. Si on a un système Hn, je prends une dimension d et puis je fais un produit tensoriel, et je fais grossir. Donc on pourrait dire, regardons ce qui se passe à l'infini. C'est que des maths finalement. Il n'y a pas la peine de se traumatiser. Je ne dis pas qu'il y a un nombre infini de particules dans l'univers. Je dis que j'essaye de décrire le grand nombre de particules en faisant tendre mes objets mathématiques vers l'infini. Alors pourquoi il peut passer des trucs bizarres? Donc c'est mon petit machin que vous avez entendu 1000 fois aussi. Oui. Le deuxième infini, quantum physique, il est quand même plus méchant que le deuxième infini. En France, qu'il est non dénombrable, quand même. Oui, alors c'est ce que je vais dire maintenant. En termes de particules, si, c'est le même infini. C'est pas le même infini. Ce qui n'est pas dénombrable, c'est la dimension. C'est ce que je vais dire maintenant. Donc si on prend juste des spin ennemis, on prend n spin ennemis, vous savez, la dimension de l'espace de Hilbert, c'est 2 puissance n. Donc maintenant, je fais tendre n est un entier. Est-ce que 2 puissance n est un entier?
on peut dire, bah oui, tant que n est entier, 2 puissance n est entier, c'est un peu con même. Par contre, si n devient l'infini, dénombrable, Aleph 0, 2 puissance Aleph 0, c'est Aleph 1. C'est Cantor, fin du 19e siècle. On ne peut pas faire de bijection entre le 2 puissance Aleph 0 et les entiers. C'est une autre façon de le dire, c'est le nombre de parties d'un ensemble. Vous prenez un ensemble de taille n, vous mettez 1 ou 0 suivant que la partie appartient ou appartient pas, et donc le nombre de parties d'un ensemble, eh bien, un cardinal qui a la puissance Aleph 1, c'est la puissance du continu. Alors, 1 ou pas 1, disons... Non, ça c'est bon. Du moment que tu ne dis pas que c'est l'hypothèse du continu, ok. Et que tu appelles ça la puissance du continu, ok, voilà. Contre, après, oui, l'hypothèse du continu, c'est de dire qu'il n'y a rien entre les deux, et ça c'est pas à la fin. Mais ça ne me sert pas en fait. Parce que le fait que ce soit l'info, c'est l'hypothèse du continu, et ça personne ne sait. En tout cas, ça montre que il n'y a plus de base dénombrable pour le coup, donc il n'y a plus de base hilbertienne, donc l'espace est non séparable, puisque séparable c'est équivalent à l'existence d'une base hilbertienne, et donc à nouveau on sort complètement de la textbook Quantum Mechanics. Juste un petit point, parce que quand tu as des mathématiciens dans la salle, ils vont te faire la remarque, enlève le Aleph 1. Mais 2 puissance Aleph 0 égale la puissance du continu qui est strictement supérieure à Aleph 0. Personne ne te dira que c'est faux. Oui. Si tu mets Aleph 1, un mathématicien va dire c'est faux. Oui, enfin, non, parce que non, parce que du coup je titille enfin bon, bref, vous m'avez compris. J'insiste, tu vois, c'est un spoiler, c'est un hint, c'est pas rigoureux du tout. Mais après, je vais faire un poil plus rigoureux que ça quand même. Mais c'est juste pour faire comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. Voilà. Bon, je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, von Neumann, dans son papier en 1939, il en fait plus que ça quand même. Donc, il part d'un produit tensoriel infini, des H-alpha, des petits espaces de Hilbert, et il montre qu'en fait, ce produit tensoriel infini, qui est un produit tensoriel, se redécompose en somme directe infinie d'espaces qui sont cette fois-ci tous séparables. C'est une somme directe infinie continue d'espaces séparables. Ils appellent ça des secteurs. Donc, ces secteurs sont définis par le fait qu'ils ne diffèrent que par le changement d'un nombre fini d'états. Donc vous avez votre j'ai le petit dessin. Voilà, vous mettez un paquet infini d'espaces, dans chaque espace un état, et ce que dit von Neumann, c'est que le produit tensoriel infini se transforme en somme directe infinie de secteurs. Et qu'est-ce qui définit... Alors, c'est assez compliqué mathématiquement, mais intuitivement c'est simple. Un secteur reste un secteur tant qu'on ne change qu'un nombre fini d'états. Et si on change un nombre infini d'états, on change de secteur. Donc, vous voyez, les petits paquets rouges, là, les gris qui deviennent rouges, c'est toujours le même secteur. Si par contre j'en change 1 sur 2, et que c'est infini, là je change un nombre infini d'états, donc je change de secteur. Ces secteurs sont des classes d'équivalence, et voilà, donc ça définit, en fait ça redécoupe l'espace de Hilbert monstrueux, parce que c'est vraiment un gros monstre, le produit tensoriel infini, non séparable, ça lui redonne quelque chose de sympa, parce que tu vois, une somme infinie continue, ça fait beaucoup penser à mes contextes en fait. Si je dis que chacun de ces trucs c'est un contexte, ça se rapproche de ce que j'ai envie de voir. Voilà, bon, donc ça c'est un peu l'intuition. Alors après, vous voyez, ça fait, si on met une matrice densité, ça fait des trucs comme ça, où les opérateurs, ils sont organisés par blocs. Donc ça montre que les superpositions entre des blocs différents ne sont pas possibles, qu'on ne peut pas construire non plus des opérateurs qui couplent les blocs entre eux si on part du bas. C'est-à-dire, si on part des opérateurs élémentaires dans tous les espaces de Hilbert, on ne va pas pouvoir construire des opérateurs qui changent de bloc. Après, il peut y avoir des super opérateurs qui viennent du haut, c'est un peu plus compliqué, mais enfin voilà. Et donc, dans la limite n infinie, les blocs ont un infini, les blocs ont une dimension infinie dénombrable, ils sont en nombre infini non dénombrable et continu. Tu vois, on tourne mon polariseur, je suis content. Et puis, ils ne sont pas de corrélation quantique, donc il n'y a pas les fameux QS, MDS que Franck n'aime pas. Ils sont partis. Voilà, dans cette limite-là. Donc les secteurs représentent bien le continuum d'état classique du système macroscopique, ce qui était ce que je voulais voir. Bon, je ne dis pas que c'est des maths tout ça, hein, voilà.
Mais en tout cas, bon, donc l'explosion de l'espace de Hilbert cause une décohérence propre, celle décohérence. Il n'y a pas besoin d'ignorer, mais vous allez dire quand c'est infini, on ignore toujours quelque chose. J'ai pas besoin de prendre de traces partielles, ça sectorise tout seul, mais ça sectorise à la limite infinie. Je ne dis pas vraiment comment ça sectorise. Tu expliques qu'on va venir par atteindre un état où ce sera forcément sectorisé. Oui. Et on a du mal. Oui, mais tu vas voir la suite. Il y a une suite encore. Parce que, à force qu'on me pose cette question, vous voyez, je gratte, vous allez voir l'étape suivante. Bon, alors après, ça, donc on dit quand c'est macroscopique, c'est classique. Alors on peut dire, ben non, et les becs prix Nobel de dévorer, là, il faut faire quelque chose. C'est macroscopique et quantique, etc. Alors là, en discutant avec Roger et Franck, on s'est quand même à peu près convaincu que ces systèmes macroscopiques quantiques ne sont pas si macroscopiques que ça, dans le sens où ce qui est quantique, c'est un degré de liberté très bien isolé. C'est en fait un mode collectif. Tu as dit quantique, tu voulais dire classique. Oui, pardon, j'ai peut-être fait un lapsus. Oui, j'ai dit à l'envers. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est les miroirs vibrants. Les miroirs, c'est des trucs très gros. Maintenant, on arrive à mettre des miroirs dans des états quantiques, des états de Fock, des états comprimés. Mais qu'est-ce qu'on met? C'est le mouvement du centre de masse. Et le mouvement du centre de masse, si on veut que ça marche, on a intérêt à ce qu'il soit vachement bien découplé de tout le reste. Et donc, si on arrive à très très bien découpler un degré de liberté collectif, ce degré de liberté, donc en fait c'est un peu de degré de liberté, ou quelques-uns, ça n'implique absolument pas l'ensemble du miroir, par exemple. Alors pour les becs, j'avais entendu dire qu'il y avait des trucs comme ça, parce que Gross-Pitayevsky, c'est une fonction d'onde effective, quoi. Et ça grouille quand même pas mal dessous. Mais j'ai jamais bien compris cette affaire. Non, mais quand tu as un bec avec 1 million d'atomes, par exemple, tu as plein de degrés de liberté que tu vois plus finalement. Mais ça, bon, j'ai pas. C'est un peu comme les supras. À la limite, je veux bien en reparler. C'est un truc que j'aimerais bien éclaircir. Tu es d'accord que dans un bec. J'ai pas compris, mais on peut en parler après. On en parlera après, oui. Voilà, bon, donc, je m'en tire quand on parle de système quantique macroscopique en disant que ce qui est quantique, ce sont des degrés de liberté collectifs bien isolés. Voilà, alors après, bon, ça c'est des petites remarques. Donc, si on utilise cette algèbre globale sectorisée, ça donne une description complète qui correspond à mes modalités. Psi, c'est une classe d'équivalence. L'algèbre est universelle, mais il n'y a pas de psi universel. Alors, il ne faut pas me faire dire que je ne dis pas que la mécanique quantique est universelle. Je dis que la mécanique quantique qu'on utilise, qu'on appelle type 1, je vais revenir là-dessus dans la suite, est beaucoup trop étriquée. La vraie mécanique quantique, il faut prendre le formalisme algébrique, Murray-von Neumann et tout ça, et c'est beaucoup plus vaste. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il y ait un psi universel, puisque même von Neumann disait que ça n'existait pas. Donc l'algèbre est universelle, mais il n'y a pas de fonction de psi universelle. Sur cette base, l'évolution est une caractéristique d'un système proprement isolé, et il n'y a pas d'unitarité universelle. Alors, est-ce que ça veut dire comme conséquence qu'un objet macroscopique, en supposant qu'il corresponde à la limite infinie, ne peut pas avoir de fonction d'onde? Oui. C'est ça. Tu vas voir, c'est même pire que ça dans la suite. Il a certainement pas de fonction d'onde, mais alors qu'est-ce qu'il a? On peut dire, est-ce que c'est une matrice densité? Il y a des ruses, et c'est dans lesquelles je patauge actuellement, mais c'est mon dernier transparent. Donc je continue. Voilà, bon, il n'y a pas besoin de... Bon, le contexte, donc c'est un objet macroscopique, et quand je veux mon polariseur, j'ai juste besoin de l'orientation, je n'ai pas besoin de tous les atomes. Mais il y a des techniques algébriques qui permettent de faire ça, c'est-à-dire on utilise ce qu'on appelle le centre de l'algèbre, qui est essentiellement un opérateur. Il y a différents... donc il y a ces blocs. Dans chaque bloc, on peut définir un opérateur qui commute avec tous les autres. Donc c'est une quantité classique. Donc en fait, on peut mettre une étiquette classique sur les secteurs. Et il y a d'ailleurs une façon canonique de faire ça, c'est Koopman, le formalisme de Koopman, qui ressemble beaucoup à la mécanique quantique en version classique, et qui est une façon assez commode en fait de mettre des étiquettes sur les secteurs sans aller chercher tous les détails du secteur, parce que ça c'est pas possible justement. Bon, voilà, ça c'est une petite remarque. Alors, est-ce que je suis le premier à dire ça? Ben non.
Les Russes ont tout dit avant nous, de toute façon, on le sait. Non, mais dans les années 70, il y a eu beaucoup de travaux par des nommés Epp. Donc il y avait un modèle de Epp, de la mesure, Araki, Emsch, Bubb. Et puis donc c'était actif dans les années 70 et ça a sombré au début des années 80, c'est-à-dire plus ou moins quand j'étais en DEA, parce que est apparue la décohérence Zez-Urek et Zez-Urek. Alors le problème de ces machins, vous allez voir, c'est que mathématiquement c'est vraiment pas sympa, quoi. C'est dur mathématiquement. Donc Zez-Urek sont arrivés avec leur trace partielle, je regarde plus quand c'est trop loin, et là paf, c'était sympa. Et puis par ailleurs, les algébristes, parce qu'il y a beaucoup d'applications de ces techniques en QFT, Quantum Field Theory, ils n'arrivaient pas à faire des calculs, ils se noyaient dans les mathématiques. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu le groupe de renormalisation et tout ça. Et là, ils ont réussi à calculer Feynman, les diagrammes, ils ont trouvé le modèle standard. Et qu'est-ce qu'ils veulent les physiciens, finalement, je me suis convaincu, c'est pouvoir faire des calculs. Et que veulent les matheux? Absolument pas faire des calculs. C'est insultant de dire à un matheux qu'il veut faire un calcul. Un matheux veut démontrer des théorèmes. Démontrer des théorèmes, ce n'est surtout pas faire des calculs. Et donc, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, pourquoi regarder tout ça à nouveau? Là, c'est là, donc, je réponds un petit peu à la question de tout à l'heure. Je trouve que c'est sympa parce que ça boucle. Donc si je pars de ma quantification contextuelle, les postulats du début, j'utilise Houland Gleason et je trouve le formalisme textbook avec donc les transformations unitaires, enfin tout ce qu'on fait d'habitude. Après, je mets mes produits tensoriels infinis, dont je trouve que macroscopique c'est classique, à condition de prendre cette limite infinie. Donc les contextes sont classiques et ça reboucle. Donc finalement, tout ça est assez cohérent. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que ça, généralement, cette flèche-là, on l'appelle dualiste, parce qu'il y a le Heisenberg cut. La quantification contextuelle, je dis, il y a un système et un contexte. Donc ça marche, mais avec le Heisenberg cut. Et puis ça, c'est plus réductionniste, c'est une forme d'émergence. Mais c'est une émergence à l'infini, donc c'est un peu... néanmoins, ça fait... Alors, on était à l'effort avec Mathias, on avait dit que finalement, on unifie le dualisme et le réductionnisme. Bon, là je pense qu'on est prêt à se faire lapider par des philosophes, qu'un implique l'autre. Donc si l'un implique l'autre, même ma foi, ça veut dire qu'ils sont équivalents et pas antagonistes. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que n'importe... moi j'aime bien cette idée, en tout cas c'est très intuitif, mais ça montre que il y a un peu une cohérence dans l'ensemble. Alors évidemment, il y a un prix, c'est ces fameux infinis. Donc est-ce qu'on peut utiliser des infinis dans une théorie physique? D'abord, on le fait tout le temps. Je veux dire, dès qu'on prend des dérivés, des intégrales, du point de vue mathématique, on utilise des infinis. On est d'accord, Hervé? Non? Oui, à peu près, plus ou moins. Donc, sur le côté mathématique, bon, ça c'est justement, c'est là que ça devient un petit peu work in progress, tu vois, c'est que, en fait, effectivement, les énoncés mathématiques sont vrais à l'infini, mais on peut trouver des façons de s'y approcher un peu plus en douceur. Et je vais revenir là-dessus au transparent suivant. La limite sectorisée se construit graduellement, mais c'est pas si bon, enfin bref, c'est un peu chaud, mais je vais en reparler. Et puis, c'est peut-être plus l'épistémologie, en fait, qui est importante. C'est que moi, ça ne me gêne pas du tout d'utiliser une description mathématique pour décrire l'univers physique. Une description mathématique infinie, c'est-à-dire mettre de l'infini dans les maths et dire c'est une description. Et si cette description-là fonctionne, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Vous savez ce que Hilbert avait dit, là, personne ne nous chassera du paradis que Cantor a préparé pour nous. C'était pas pour la même raison. C'était pas pour la même raison, et lui il disait justement que la réalité, il ne fallait pas mettre de l'infini dans la réalité ou de la réalité dans l'infini, mais je ne vois pas pourquoi il chasserait les physiciens du paradis. Voilà, bon, c'est aussi un peu spéculatif. Donc les éléments conceptuels d'un modèle ne sont pas des éléments de réalité pour le coup. C'est pratiquement ce que pourrait dire Chris Fuchs. Ah, ça y est, il nous répond. Sur ce point. Oui, peut-être, je ne sais pas. Je
prends un vecteur d'état, c'est un élément de réalité, c'est autre chose. Alors l'autre chose, c'est pas le même que le tien. Oui, mais, non, mais il est complètement immergé dans le subjectivisme, alors que moi j'ai commencé par dire que les dinosaures existaient sans tu nous. réussis à dire que la conception tu sais, pour Chris Fuchs, là tu as fait un pont, une audace assez importante. Là, c'est pas pire que le dualisme. C'est vrai. Bon, Et sur alors, l'infini- j'ai encore intransparent. Et sur Allez. l'infini, quand même, sur l'infini, la théorie des champs, on n'arrête pas d'avoir des infinis partout. C'est une théorie infinie. On Oui, ne parle oui. pas de particules en théorie des Oui, champs, alors on la parle de théorie champs. des champs, donc Donc il y a un moment, il faut faire la jonction. c'est très très subtil. Il y a un chapitre très rigolo dans Streeter et Whiteman. Vous connaissez Streeter et Whiteman, qui est oui, un peu la Bible. C'est le théorème, c'est le bouquin qui s'appelle Spin Statistics and All That, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais le gros défaut, c'est qu'il ne parle pas du tout des théories de jauge. Et donc, Parce et que en ça plus, n'existait pas à l'époque. donc il en parle de ça, des produits tensoriels infinis à la von Neumann. Il dit c'est moche, regardez pas ça. Je résume, mais c'est en gros ça qu'il dit. Bon, effectivement, s'il ne regarde pas ça, il se met dans un secteur et après, il n'a plus besoin de ça. Donc, oui. Et alors après, quand on fait de la théorie des champs, c'est des espaces de Fock plutôt. Et les espaces de Fock, on retombe assez bien sur des formalismes type 1, sans aller trop s'embêter. Mais bon, encore, il y a plein de trucs cachés sous le tapis. Alors, what next? Donc, question. Ça, c'est la question favorite de Roger Ballian qui me propose un email sur 2. Qu'est-ce qui se passe pendant la mesure? Parce que j'ai mon contexte, mon système, et puis je change de contexte, je ne change pas de système, mais j'ai un nouvel état du système. Il se passe un truc. Et ce truc, justement, je ne peux pas le décrire. Enfin, je le décris via Gleason et la loi de Born, mais les détails de ce qui se passe, justement, c'est un peu bizarre, cette désectorisation, en quelque sorte. Bon, qu'est-ce qui se passe pendant une mesure? Et puis, l'autre question, ça c'est plutôt Franck qui me la pose. L'infinité c'est loin, l'infini c'est loin, comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Et est-ce qu'on peut s'en approcher de manière plus douce? Alors voilà, donc je passe beaucoup de temps là-dessus. Alors il y a des trucs à dire quand même, il y a beaucoup de trucs à dire. En fait, il y a des bouquins entiers qui sont ignorés des physiciens. Mais enfin bref. Donc quand on fait ça, quand on se place dans un cadre algébrique, il faut l'évolution hamiltonienne ne fonctionne plus et il faut la remplacer par un truc qui s'appelle le flot modulaire de Tomita Takezaki. J'ai encore des transparents, je peux vous en dire plus là-dessus. Mais bon, en gros, c'est le petit machin qui est là. Donc, traditionnellement, un opérateur évolue avec les équations de Heisenberg. Quand on est avec ces algèbres infinies, ça ne marche plus. Il y a cette équation qui ressemble un peu. Donc, le A, il évolue via un sigma t oméga de A, qui s'appelle donc le flot modulaire. Le delta, il s'appelle l'opérateur modulaire. Et la grosse différence, c'est que le delta dépend de oméga. Il dépend de l'état. Donc, l'évolution temporelle dépend de l'état. Ça, c'est fondamental pour ce formalisme, et c'est complètement... Le exponentiel EIHT, il ne dépend pas de l'état, il s'applique à l'état. Donc, si vous remplacez le EIHT par un truc qui dépend de l'état, évidemment, ça change tout. Et alors après, il y a des états particulièrement pertinents pour delta, qu'on appelle des états KMS, je peux en dire. Donc, c'est des états thermiques, en fait. Bon, et ce qui se passe, c'est que ce flot modulaire, il fait exactement ce qu'on veut pendant la mesure, c'est-à-dire, en gros, qu'il éjecte certains opérateurs de l'espace accessible. Donc, on n'y a plus accès, et donc ça rend le truc intrinsèquement irréversible. Je ne dis pas que j'ai tout compris. Je répète un peu ce que j'ai lu. Voilà, et donc il y a une irréversibilité intrinsèque qui apparaît à cause, dans le cadre de cet opérateur modulaire de Tomita Takezaki. Alors il y a des bouquins entiers, des centaines de pages écrites là-dessus. C'est que des maths. Alors je dis que... Tu vois, et les maths, je répète, que veulent faire les matheux? Ils veulent démontrer des théorèmes, faire des calculs, mais ils n'en ont rien à secouer. Ça ne les intéresse pas. Donc après, tu dis, et mon calcul, il est où? Tu ne le trouves pas. Ça, c'est quelque chose sur quoi insiste beaucoup Alain Cohn. Enfin. Oui, oui. Alors, Alain Cohn, il a encore... oui. Intrinsèque.
Oui, c'est le temps thermodynamique. Je peux vous en dire, j'ai quelques transparents de plus si ça vous intéresse. Et puis après, il y a l'autre truc, comment on s'approche de l'infini. Alors là aussi, c'est vraiment des réflexions en cours. Si on parle juste de l'infini, en fait, on n'a rien à attraper. Et un physicien, s'il n'a rien à attraper, il est désespéré. Il faut quand même mettre des trucs dans la marmite. Donc, ce que met, c'est le comportement est en général dépendant du modèle. Donc, faisons un petit modèle. Donc, on fait des petits modèles, et ça, on peut les faire. Ils existent même déjà plus ou moins. Donc je fais une chaîne infinie de spin, qui est mon contexte infini. Si je dis juste c'est une chaîne infinie de spin, bof, il ne se passe pas grand-chose. Mais je vais les coupler par ISI, total, qu'un J, SZ, Z1, voilà. Et puis je suppose aussi qu'ils sont thermiques, qu'ils sont à une température T. Donc en gros, chacun de mes petits spins est dans un état thermique Gibbs, quoi. Voilà. Et alors donc l'état de la chaîne de spin, dans ce cas-là infini, s'appelle un état KMS, je peux en dire plus aussi. Et donc maintenant j'ai des trucs, parce que j'ai le J du couplage spin-spin et j'ai le T de la température. Et ça me définit, c'est un truc super connu dans les modèles de spin, ça définit une longueur de corrélation qui est en 1 sur log de cotangente hyperbolique de J sur KT. Donc ça c'est un nombre, et on peut faire des calculs, c'est encore un peu bancal, qui disent que si on a une chaîne de longueur n, diffère de la limite infinie, Tomita, Takesaki, etc., par des termes qui sont en exponentielle de moins n sur nc. Autrement dit, quand n, la longueur de la chaîne, est très grande devant le nc, la longueur de corrélation thermico-interactive, là, la différence est toute petite. Et je pense en fait que la différence entre l'infini et le pas infini, entre la chaîne n grand et la limite infinie, la différence est exponentiellement petite. La norme des opérateurs, blabla. Mais je crois que c'est probablement pas la seule situation. Ce qui compte, c'est que si on veut trouver une façon d'approcher l'infini, il faut préciser de quoi on parle. Là, vous voyez, je mets un modèle, je mets des spins couplés avec une température, et là, on sait faire. Tomita Takesaki, il sait faire les calculs. Mais il ne sait pas faire les calculs dans le vide. Il sait faire les calculs si on lui donne un système avec une interaction, une température. Alors, il adore. Tomita Takesaki, en fait, c'est thermique. Salut les copains. Donc, summary, si on veut appliquer des raisonnements thermodynamiques à un état loin de l'équilibre, il faut une flèche du temps par rapport à laquelle cet état semble thermique. Et ah oui, the only arrow of time, oui, la seule façon de faire ça, c'est le fameux flot modulaire. Donc le flot modulaire est inévitable en quelque sorte. Si on veut décrire thermodynamiquement un état loin d'équilibre, donc dès qu'on veut parler d'entropie et de choses comme ça, bien sûr. Et puis QFT, alors les gens de la gravité quantique s'y sont mis là. Donc il y a notre ami, Monsieur Witten, Ed, publie à l'appel des papiers avec des algèbres d'opérateurs. C'est très simple à lire. Oui. Alors cela, je ne comprends mais rien de rien. Je ne me même pas de quoi il parle. Non, il s'intéresse à la thermodynamique de l'intérieur des trous noirs. Enfin voilà, donc... Pour moi, c'est un formalisme mathématique intéressant. Et bon, alors, abondamment documenté, mais c'est dur d'y retrouver son chemin, quoi. Mais j'aimerais bien arriver. Je pense que. On en avait parlé, Franck. Alors, Roger, il dit si les gens ont laissé tomber ça il y a 30 ans, enfin dans les années 70, c'est qu'il n'y a rien à en sortir. Je pense pas. Il faut déjà, moi j'aime bien ça parce que ça cadre parfaitement avec mon ontologie. Donc ça me semble sympathique, mais mathématiquement c'est quand même. Il faudra arriver. Alors si vous-même êtes expert en algèbre d'opérateurs, vous connaissez des experts en algèbre d'opérateurs, je cherche des collaborateurs. Bon, Mathias, il fait pas que ça. Il y en a dans le coin. J'ai regardé, mais je suis allé voir leurs papiers. La plupart du temps, c'est des matheux qui font des maths. Et donc, si je vais voir un matheux je suis ignare en mathématiques, moi.
Pas complètement, mais voilà. En Suisse, il ne reste pas des gens qui ont continué l'école de Jung, des choses comme ça, non? Alors, il y a un peu, mais j'ai découvert toute une bande. Il y a un nommé Pillet qui est à Toulon, qui fait pas mal de trucs. Ça vous dit quelque chose un Pillet. Alors, j'ai demandé à Pillet si c'était dans... Je connais bien Pierre Pillet, qui est Jean-Damien Pillet, son fils, qui est à l'X. J'ai demandé à Jean-Damien, est-ce que c'est ton tonton? Il ne m'a pas répondu. Et puis il y a aussi des Japonais, il y a une dame japonaise qui a eu le prix Poincaré. Donc elle doit passer. Hein? Ouais. Et puis il y a notre ami. Alain Cohn? Non, le japonais, le professeur. Ah, Ozawa, oui. Alors il y a un autre truc que je ne vous ai pas dit, c'est que dans tous ces machins, j'ai beaucoup travaillé avec Copilot, ou ChatGPT si vous préférez. Et c'est rigolo, hein, je m'en méfie beaucoup. Alors c'est d'une source d'information fantastique, mais des fois il dit des grosses bêtises. Alors quand il dit des grosses bêtises sur un truc que tu connais, tu la vois tout de suite, la grosse bêtise. Mais après quand il te raconte des trucs que tu connais pas, comment tu vérifies que c'est pas des grosses bêtises? Donc il y a un nommé Masanao Ozawa, là, qu'on connaît. Donc je lui ai envoyé quelques extraits de Copilot. Il n'a pas aimé. Il m'a dit, de toute façon, c'est que des mots, il ne comprend rien à ce qu'il fait. Moi aussi, j'ai essayé, c'est de la merde, laisse tomber. Donc, il était très, très remonté contre les LLM. Moi, je veux dire, j'ai du temps pour faire ça. Donc, je pense quand même que si... Il y a ces gros ouvrages, Bratelli, Robinson, Araki, tout ça, c'est des gros bouquins, quoi. Et c'est incompréhensible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes, mais j'y comprends rien. Donc, il me faut quand même une porte d'entrée. Donc, les LLM, ils me font. Simplement, il faut pas. Et ils ont tendance à te baratiner, mais c'est fou, ça. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Donc, ça donne un outil de travail, mais il ne faut surtout pas s'exagérer la puissance de cet outil de travail, mais c'est quand même fabuleux quand même, parce qu'il on va peut-être passer aux questions. Oui, voilà, c'est fini, de toute façon. J'ai des questions de compréhension, d'articulation, en fait, principalement. Bon, ma première question, on en avait déjà parlé, mais j'ai l'impression que tu donnes une information que je n'avais pas, mais qui contredit un peu ce que j'avais cru comprendre. Donc, moi, c'est à propos de l'infini, parce qu'on a souvent parlé de cette sphère du passage à l'infini. On fait ça souvent en thermodynamique, mais tout simplement parce qu'on a des limites infinies smooth. Oui. C'est-à-dire que quand ça tend vers l'infini, progressivement, on se rapproche des propriétés à l'infini proprement dites, mais avec un écart qui est de plus en plus petit. Oui. Or, ce que j'avais cru comprendre au début, c'est que quand on brise le produit tensoriel infini en une somme directe de produits finis, ça n'est pas du tout un truc smooth, mais c'est un machin brutal, et donc la limite infinie n'est pas bonne. Et là, tu sembles prouver avec ton modèle d'Ising que tu as fait que c'est plus ça. Non. Donc, quelle est la réalité en fait entre les deux? Non, la réalité, c'est juste que j'ai lu plus de papier depuis le mois de juin. Mais donc, ça serait une limite douce? C'est plus compliqué que ça, mais ce serait une limite gérable grâce à ces outils que je ne connaissais pas encore bien au mois de juin. Donc j'ai découvert ça en grande partie grâce à Copilot, mais en lisant des trucs aussi moi-même. Parce que ça c'est sur un modèle donné, mais est-ce qu'on pourrait généraliser, ou est-ce que c'est sur cet exemple particulier? Parce qu'un modèle comme ça, c'est un modèle extrêmement simple, ça marche peut-être, mais est-ce qu'on peut inférer du fait que du coup on est rassuré? C'est des spéculations. D'accord. Simplement, pendant longtemps, j'avais... En fait, si tu veux, stimulé par Franck, par toi, par d'autres, je voulais savoir, question générique, qu'est-ce qui se passe pendant la mesure? Quel outil, donc j'avais repéré quand même ce flot modulaire depuis longtemps. Et quand j'essayais de lire des papiers qui en parlaient, c'était trop imbitable. Mais ça a progressé. Il y a ce papier de source, quand même le vrai papier de source, pas seulement le source qui est là. Vous cherchez sur Jonathan Source. Vous cherchez sur Archive, donc il a un papier qui, je ne sais plus bien le titre du papier, mais qui est pas mal pour essayer d'aborder le problème. Oui. Mais après, donc lui, tu vois, il parle plus vraiment de l'approche von Neumann. Il est directement dans cette approche flow modulaire. Alors justement, ça fait le lien avec ma deuxième question, c'est que, et ça c'est aussi une chose dont on a souvent parlé, mais alors là je suis encore plus perdu, c'est... On voit bien le début. Ensuite, on voit bien comment la tentative de passer
avec des produits tensoriels infinis permettrait de donner une caractérisation de la coupure de Heisenberg. Ok. Oui. Sous réserve des bonnes propriétés de passage à la limite et tout. Bon, à vérifier. Là où je suis toujours perdu, et encore plus avec ce que tu viens de raconter là, c'est que je ne fais pas du tout le lien entre ces trucs-là et la physique habituelle. Quelle est la correspondance? C'est-à-dire que même dans ta somme directe, on ne sait plus très bien, quand on est dans une situation concrète en physique, tu as un système, tu as une mesure. Mais comment tu fais le lien entre quel secteur dans ta décomposition en somme directe par rapport à ton objet particulier? Comment ça se passe? On comprend bien qu'il y a des outils de ce type-là qui ressemblent, mais on a un mal fou à faire. J'ai des calculs complets, je peux te les envoyer. Des calculs de petits modèles, donc tu as un petit modèle QND, tu as ton spin, tu le couples à un autre spin, un ancilla, puis après ton ancilla, tu le recopies sur une chaîne et tu fais tendre la chaîne vers l'infini. J'ai un papier qui calcule tout là-dedans. Tu retrouves tes petits après que ton produit tensoriel infini se soit transformé en somme directe? Comment tu réattribues à chaque secteur de ta somme directe l'équivalent de ce qui était au départ? On peut faire la jonction entre von Neumann, ce qu'on disait au mois de juin, et ces trucs-là. Mais ce calcul-là, il est complètement avec le flot modulaire. Je n'ai pas besoin de revenir à von Neumann, en fait. Parce que c'est... Donc tu es capable de dire, avec le flot modulaire, ou ce que ça signifie, parce que j'avoue que je n'ai pas tout compris, tu es capable de dire, ce truc-là, ça correspond à mon appareil, par exemple? Oui. On peut le faire. Ben oui, c'est pas... en fait, le calcul, il ne se passe pas comme ça. Le flot modulaire, donc tu mets par exemple ta chaîne infinie de spin, et puis après tu fais évoluer le truc, et le truc, il fabrique ces espèces d'opérateurs qui sortent de l'espace, et qui sont équivalents à la sectorisation. Mais elle n'apparaît pas exactement dans les mêmes termes que chez von Neumann. Ah oui, donc en réalité, c'est donc un formalisme qui aboutit, ou peut-être même qui va plus loin, mais que tu ne peux pas recoller facilement avec von Neumann. Tu peux le recoller, mais c'est un peu laborieux. J'ai aussi des textes là-dessus avec Copilot. Donc on peut rabooter les deux, mais après, quand on est dans von Neumann, par exemple, j'avais essayé d'écrire un papier où tu partais des secteurs à la von Neumann, tu t'occupes du centre, et puis après de donner une structure au centre avec Koopman, par exemple. Donc ça semblait un peu marcher, mais c'est celui-là que j'ai envoyé à Osawa qui m'a complètement dézingué. Donc après, j'ai continué à creuser et ça a basculé progressivement vers le flot modulaire qui, de toute façon, est beaucoup plus documenté. Mais donc il n'y a pas de lien entre les deux? Comment tu fais? Il y a un lien, mais je t'enverrai le truc si tu veux. Ouais, je veux bien, parce que du coup, ça veut dire que dans ton approche aujourd'hui, tu réfléchis plus sur les flots modulaires, que tu as abandonné les produits tensoriels infinis à la von Neumann. Non, parce que c'est toujours des produits tensoriels infinis, mais ils sont pas exploités de la même façon. En fait, tu as plus tendance à travailler dans un secteur. C'est un peu... vous voyez, hein, Oui, c'est pas trivial. Non, c'est pas trivial, et j'ai pas les réponses, mais je pense que ces réponses existent. C'est simplement que je les ai pas encore, parce que c'est trop noyé dans des maths. Et j'aimerais bien, alors, Copilot est un interlocuteur, mais c'est un interlocuteur far from perfect. Oui. Donc, mais par contre, tu vois, c'est une source d'information. Mais après, il faut que tu vérifies, il faut que tu croises. Il faut demander, en plus de Copilot, il faut demander aussi à ChatGPT, à Claude. Oui, alors j'ai essayé. 8 oui, mais après, en parallèle, tu vérifies s'ils sont d'accord entre eux. Oui, mais j'ai essayé de faire ça, c'est pratiquement ingérable. Parce que leur façon de s'exprimer est compliquée. Et arriver après à voir... même des fois, ChatGPT ou Copilot à des instants différents, il n'est pas forcément toujours autocohérent. Dans les années 80, tu l'as mentionné, tu as mentionné Wilson, je pense, et la dualité entre la température et l'évolution dans le temps. Ces gens-là ont réfléchi là-dessus. J'ai jamais rien compris de ce que avait fait Wilson d'ailleurs, parce que c'était déjà très compliqué. Mais il y avait déjà une tentative de faire, pas avec Tomita ou ce genre de choses, mais une tentative de faire cette convergence entre la physique statistique
Et l'évolution oui. hamiltonienne, avec le temps et le bêta égale 1 sur t, c'était quelque chose qui sortait de ce machin-là. Oui. Et finalement, est-ce qu'on peut raviver ça, puis se connecter ça? C'est ce que je fais. Il y a un très célèbre papier de Cohn et Rovelli de 1994 sur le temps thermodynamique. Donc je le connaissais depuis longtemps et c'est assez fascinant. Je l'ai relu un peu récemment, il parle exactement de ça. Oui. Et alors du coup j'ai écrit à Rovelli, je lui ai dit... Quel frimeur ce Rovelli. Donc j'ai écrit à Rovelli, je lui ai dit mais Carlo, pourquoi on ne parle pas plus de ce papier, il était pas mal. Et il m'a répondu parce que les grandes idées prennent du temps à émerger. Et il utilise Tomita, oui. Bah, c'est Cohn, il connaissait tout ça. Oui. Bah, dans la gravité quantique à boucle, il y a du Tomita. Ah non, c'est complètement différent. Ça, non. Mais de toute façon, ça m'étonne un petit peu parce que je pense qu'il m'a un peu baratiné Rovelli parce que lui, il n'aime pas les algèbres d'opérateurs. Et je pense que la gravité quantique, c'est 94, c'était il y a longtemps. Ouais. Et je crois qu'il s'en est détaché et qu'il a plutôt fait de la gravité quantique à boucle. Et donc, il voit bien qu'en ce moment, tout le monde est en train de revenir aux algèbres d'opérateurs. Je lui ai dit, vous savez, un email rigolo. Je lui disais, je pense que c'est sous-estimé par les physiciens. Il répond, moi aussi. Mais mes étudiants le connaissent. Je ne sais pas trop comment il faut prendre le truc. Et donc oui, les gens de la gravité quantique se mettent à ça aussi, mais là j'y comprends rien. Mais je comprends ni leur problème, ni la façon dont ils le traitent. Donc là, au moins, je comprends sur les mesures, je comprends le problème. Oui. Peut-être que c'est des questions extrêmement naïves. Parce que oui, il faut. L'habitude de réfléchir à ce genre de questions. Je me souviens de mon cours de thermodynamique où on nous parlait du principe ergodique, où on intervertissait les moyennes d'ensemble et les moyennes temporelles. Est-ce que vous faites, et on m'avait dit, c'est pas quelque chose qui est assuré. Oui. Est-ce que lorsque vous faites usage de ça ou pas? Alors, dans le cadre des algèbres d'opérateurs, il y a beaucoup de choses sur cette affaire d'ergodicité. Ça me dépasse complètement pour l'instant. J'ai vu que c'était là, je n'ai pas assez avancé pour répondre à la question. Mais c'est présent, oui. Un des usages des algèbres d'opérateurs mathématiques, c'est lié au problème ergodique et à l'ergodicité et des choses comme ça. Même, c'est sur Wikipédia, quoi, mais simplement, je ne connais pas, quoi. Et ça revient de manière périodique. Donc pour l'instant, quand il parle d'ergodicité, j'essaye plutôt de me tenir à l'écart, parce que je comprends pas, je comprends très bien, enfin, inverser les moyennes d'ensemble et les moyennes temporelles, ça d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, le temps chez vous apparaît comment? C'est ça que je dis. Alors, le temps, c'est le temps, il est là, dans la formule à droite, là, delta IT. Donc, mais c'est un temps modulaire, et ce temps modulaire n'est pas le temps hamiltonien. Mais quand on dit ça, est-ce que ça veut dire que dans les formules, lorsque le temps hamiltonien intervient, il intervient sous forme, mettons, T, oui. Et le temps modulaire, quand il intervient dans les formules équivalentes, il intervient sur 1 sur K. Non, il est multiplié par quelque chose, bêta T. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que dans les formules, au lieu du T, on a un bêta T. Oui, alors fais attention au T. Le T, c'est pas la température. Quand on dit... Le temps, oui, effectivement, le temps du flot modulaire... Alors, tu vois, le flot modulaire, le petit oméga, là, c'est l'état. Ouais. Donc, le flot modulaire dépend de l'état. Donc, mettons-nous dans un état KMS, parce que c'est l'état thermique standard. Et dans un état KMS, on peut reconstruire des machins, et on voit que T devient bêta T. Donc, il y a un temps thermodynamique qui n'est pas le temps hamiltonien. Et je te dis, je répète des trucs que j'ai lus, je ne sais pas bien en dire plus, mais c'est très fortement lié à ce vieux papier Cohn-Rovelli, parce que c'est exactement ce qu'il disait, Cohn-Rovelli. C'est que le temps linéaire hamiltonien dont on a l'habitude, dans ce cadre-là, il s'écoule plus pareil. Puis, sans aller prendre tous les articles, je me suis chamaillé avec Copilote aussi, parce que dans plein d'articles mathématiques, ils prennent bêta égale moins 1. Alors, du coup, tu vois plus rien. Bêta égale moins 1, moi, non, bêta pour moi c'est 1 sur kt, quoi. Alors moins 1, non, ça va pas. Donc je lui ai dit à Copilote, la conclusion de la discussion, c'était que de toute façon, pour les mathématiciens, ça n'a aucune importance. Ça ne les gêne pas de prendre bêta égale moins 1.
Mais après, quand on veut se raccrocher à des idées un peu physiques, ça complique les choses. Parce que tu vois, si le temps... parler d'irréversibilité, en plus, si tu joues avec le sens du temps, je sais même plus ce que ça veut dire. Donc c'est un peu difficile. Alors ça, je pense que c'est vrai, hein, parce que moi je l'ai constaté, et Copilote m'a aussi fait un petit bilan. Les notations sont complètement fluctuantes. Alors, pour les experts s'y retrouvent tout de suite. Ils disent, ok, lui il prend bêta égale 1, lui il prend bêta égale moins 1, pourquoi ils font ça? Parce que ça les amuse. Et puis après, si tu ne connais rien, tu es complètement largué. Enfin, ce qui est important, à un certain moment, c'est le prolongement analytique. Oui. Ça oui. Oui. Donc c'est basé sur... C'est ça qui fait émerger la quantité de structures. Alors c'est tous les transparents que j'ai sautés ici, là, tu vois, c'est... Oui. Mais là, il y a 10 transparents sur la fameuse le prolongement analytique. Donc... on transforme le temps en i-temps. Et donc après il y a plein d'analyses complexes en fait. Mais là quand même il y a un saut au niveau intuitif. Moi j'ai un peu de mal là. Quand j'étais petit, j'aimais bien l'analyse complexe, les résidus, tout ça, mais là c'est des opérateurs, c'est... Oui. Je vous posais une autre question. Vous avez dit quelque chose à un moment qui m'intéresse à propos du contexte que vous avez introduit. Vous avez dit que ça peut être interprété comme quelque chose de non local. Et après vous avez dit mais malgré tout il n'y a pas de problème avec la relativité. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, mais ça c'est cet article-là. Hop. Ah non, alors attendez, peut-être que je l'ai mis là, dans ma longue liste d'articles à la fin. Voilà, celui qui s'appelle An Overview on Bell Theorem. Donc il est sur Archive et il est dans Entropie aussi. L'article est au milieu, là. Au milieu, d'accord. Donc Contextual Influence on Locality and the Completeness of Quantum Mechanics. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec Franck, qui n'est pas complètement d'accord, mais on peut... Donc c'est basé sur une présentation des inégalités de Bell d'un nommé Jarrett, qui était dans les années 80, ça a été discuté par Shimoni aussi. Donc on peut dire en gros qu'il y a deux hypothèses dans les inégalités de Bell qui ne sont pas vraiment les hypothèses habituelles. Une hypothèse, c'est ce que j'appelle la localité élémentaire. C'est quand on fait un truc d'un côté, ça n'agit pas de l'autre côté. Donc ça reste toujours vrai. Et une autre hypothèse que j'appelle l'incomplétude prédictive, qui est le fait... Alors, vous voulez que j'essaye de l'expliquer dans les inégalités de Bell, il y a l'idée que si on connaît le système, on connaît tout ce qui va se passer dans la suite. C'est un peu mon petit dessin de tout à l'heure. Mais si on connaît Psi, on ne connaît pas tout ce qui va se passer, parce qu'il faut donner le contexte. Sinon, on ne connaît pas les autres alternatives. Donc, si on utilise cette incomplétude prédictive de Psi, on peut violer les inégalités de Bell, ou plutôt montrer qu'on ne peut pas les démontrer, en restant dans un cadre qui est complètement local. Pour moi. Mais Franck, il dit, c'est quand même pas local. Mais après, je pense que c'est des définitions, c'est des problèmes de comment on voit la localité ou non-localité. En tout cas, on est d'accord, Franck et moi, qu'il n'y a pas d'action instantanée à distance, qu'on ne viole pas la relativité, que voilà. Ce qui n'est pas forcément vrai pour les Bohmiens, par exemple. Moi, je pense qu'un Bohmien sincère devrait admettre qu'il faut remettre en question la relativité restreinte. Oui, ils le font. Bon, voilà. Moi, pas tous, mais bon, enfin, ok. Disons, les Bohmiens honnêtes admettent qu'il faut remettre en compte. Et ça, je ne veux pas le faire. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, je garde la relativité restreinte. Et par contre, cette incomplétude prédictive, le fait que Psi est incomplet malgré tout. Donc voilà. Mais la non-localité, on peut en parler facilement en interprétant comme on veut quand il y a une paire de particules. Oui. Mais là où je suis un peu gêné, c'est quand on parle de non-localité sur un seul système. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui parle de non-localité sur un seul système ? J'ai cru comprendre que ce que tu disais, c'était que ton incomplétude... Oui. Bon, tout à l'heure, tu l'as présenté comme entraînant qui concerne un seul système. L'incomplétude, c'est sur un seul système parce qu'il faut le contexte. Et l'incomplétude d'un seul système, avec lequel nous sommes d'accord, ça signifie que si tu n'as pas précisé ce que tu vas mesurer, tu ne peux rien dire.
Je vois pas en quoi ça c'est lié à la non-localité. Alors je t'explique. Donc on a l'état singulier habituel, Alice et Bob. Ah non, mais t'as deux là. Non, c'est un seul état. Attends, je comprends pas, un seul psi. L'état singulier, c'est un seul psi. Ah non, mais attends, tu prends un état singulier. Mais je parle d'un état sur un seul photon, par exemple. Ah ben non, sur un seul photon, on peut rien dire. Ah, d'accord. Non, mais ça, je n'avais pas compris. Je croyais que tu parlais de la non-localité dans le cas d'un seul photon. Hein. Non. Dans le cas d'un seul photon, un seul qubit, de mon point de vue, c'est classique de toute façon. Parce que tous mes théorèmes, il faut être en dimension au moins 3. Oui, et avec un seul qubit, un seul photon, un seul spin, il y a des modèles de Clauser, de Bell, voilà, c'est en gros des sphères de blocs améliorées, quoi. Donc si on a un seul spin, la plupart des théorèmes les no-go, comme on dit, ne fonctionnent pas. Donc on est d'accord que l'incomplétude, qui est vraie aussi pour un seul spin, n'implique pas une non-localité du tout. Non, mais par contre, non-localité sur un seul spin. Par contre, dans une expérience de Bell, j'utilise l'incomplétude prédictive pour faire apparaître une espèce de non-localité qui est essentiellement le fait que, étant donné Psi, quand Alice apprend quelque chose, elle apprend quelque chose qui n'était pas dans Psi. Et ce quelque chose lui dit quelque chose, lui apprend des choses sur ce qui va se passer loin, mais sous la forme d'une inférence. Il n'y a pas d'influence, c'est une inférence. Tu as bien défini la réalité physique de ton photon polarisé par le fait que c'était à la fois le photon et son appareil de préparation qui était à une galaxie de distance. Donc tu as quand même pris quelque chose de non local. Mais... Enfin, on ne l'appelle pas non local, mais délocalisé, alors si tu veux. Oui, mais bon, on a eu cette discussion 1000 fois. Si tu veux. Allez. Il me semble le plus plus cruellement manquer toute cette affaire, c'est comme je t'ai dit, c'est l'aiguillage. Si tu veux, on voit bien qu'on a un système qui suit sa voie au départ et qu'on peut décrire simplement par les algèbres de type 1, etc. Et puis on voit à l'autre bout qu'on va arriver avec une guerre de triage sur des voies qui sont sectorisées et qui ne se parlent pas. Mais je voudrais beaucoup avoir ce qui se passe, quel est l'aiguillage et pourquoi j'arrive sur une voie et pas sur une autre. Ah ben non, ça on peut pas, hein. Ça c'est impossible. Et je pense que le flou lunaire ne fera pas ça. Donc. Ah non. Donc oui, ça c'est le problème. Alors oui, le problème de Franck, c'est que Franck aimerait bien trouver un mécanisme qui envoie sur une voie plutôt que sur l'autre. Tandis que moi, tout ce que je fais, mais depuis le début, depuis le CSM, c'est probabiliste. Je veux bien que la physique ne s'arrête pas, qu'elle continue depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un no man's land entre les deux. Il n'y a pas de no man's land, il y a ce principe de quantification. Dans mon deuxième postulat, là, je vous ai dit, faites gaffe, la quantification, c'est ça qui est important. Parce que la quantification impose les probabilités. Tu as un indéterminisme essentiel. Tu as un indéterminisme essentiel, oui. Sinon évidemment, tu te prends les pieds dans le tapis. Donc après, oui, c'est la fameuse mise à jour aussi. Donc, ce que je calcule, c'est que des probabilités. Et puis après, une fois que j'ai classicisé, en quelque sorte, j'ai un transparent qui est d'ailleurs là-dessus qui... Voilà, celui-là, tu vois. Donc c'est ça le truc. Donc ça c'est simple. Hein. Donc j'ai mon système type 1, je peux l'intriquer avec des ancillas, et puis j'ai le cut, et j'ai le contexte de l'autre côté, type 3, voilà. Et après, une mesure générique, c'est que je pars de mon système tensoriel un contexte, qui est un gros machin horrible. Là, il y a le coupling, là c'est le gros truc que je ne sais pas bien décrire, mais ça il est clair que ce que prépare le flot modulaire, alors là il n'y a aucun doute, c'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire c'est une distribution statistique avec des probabilités PJ, des résultats possibles dans le nouveau contexte. Et les PJ, tu les as avec Gleason, donc il n'y a même rien à savoir. Oui, d'accord, mais la décohérence habituelle, l'algorithme fait ça aussi. Elle fait ça aussi, FAP, oui. Elle fait ça, FAP, c'est-à-dire tu passes par une trace partielle. Tandis qu'avec les algèbres, c'est pas une trace partielle, c'est mathématiquement exact, tu obtiens ça. Tu n'as pas le choix, c'est intrinsèque, comme dit Copilote. Et puis après, tu fais la mise à jour, bien sûr, parce qu'une fois que tu as ça, comme c'est devenu classique, une distribution de probabilité classique, ben tu regardes ce que tu as et tu te retrouves
avec, tu es passé de l'état de départ à l'état final, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La mesure reprépare. Ce qui veut dire qu'on est d'accord là-dessus, parce qu'on a déjà parlé, tu ne résous pas le problème de la mesure. Écoute, comme tu veux, hein, moi je... Non, parce que c'est comme la décohérence, comme dit Franck. Non, c'est pas la décohérence. Mais c'est pas, ça ne résout pas plus le problème de la mesure que la décohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Je ne me permets pas du tout d'accord, mais bon, ça c'est... ok. Avec quoi? Avec le fait que... ça ne résout pas plus que la décohérence. C'est pas du tout la même idée. Il y a le coupling, là. Jamais personne ne l'a prouvé aujourd'hui. D'un point de vue de coupling, on passe à ça. Ben c'est Tomita Personne ne l'a prouvé mathématiquement. Tomita Takezaki. Voilà, oui. Donc c'est quand même un plus. Bon, oui. Après, c'est des mathématiques imbitables. Non, mais la fin, là, ton updating, c'est le même que celui de la décohérence. Le updating, oui. C'est le même. Et donc, le problème de la mesure, il est dans le updating. C'est pas réglé. Mais pas plus que Roger dans tous ses modèles. Non, mais Roger, ce qui l'embête, c'est le coupling, c'est pas le updating. Pour Roger, il y a le updating. Le updating, c'est un problème pour Franck, pas pour Roger. On est d'accord, Franck, que toi, tu aimerais bien qu'il n'y ait pas besoin de updating, tu aimerais bien qu'il y ait un mécanisme qui oriente vers une des branches. Moi aussi, oui, c'est ça. Mais ça c'est incompatible avec la quantification. Non. Mais si. Incompatible. On n'a pas de solution pour le moment. Non, mais c'est pas. Non, c'est simplement logique. Tu peux pas avoir des trucs mutuellement exclusifs dans plusieurs contextes. Ça voudrait dire que tu fais exploser les postulats. Donc, ok, à ce moment-là, tu me dis, mes postulats sont faux. Tu peux regarder ce qui se passe dans GRW. Dans GRW, tu as aussi un machin qui est purement probabiliste, et tu as un mécanisme explicite, certes probabiliste, mais qui te dit pourquoi tu arrives à un truc unique, alors que toi, tu ne le dis pas. Non, Franck, dans ses modèles... GRW, c'est complètement de la mécanique quantique, donc ça change... C'est quoi? GRW, c'est complètement de la mécanique quantique, donc c'est compatible avec ce que je raconte. Non, GRW résout le problème de la mesure, d'une manière qu'on peut... GRW oui, pardon. Oui, non, je comprenais GHL, c'était mal là. GRW. Oui, GRW. GRW résout le problème de la mesure, d'une manière qu'on peut aimer ou pas. Mais il résout le problème de la mesure dans la mesure où il dit, à un moment donné, il y a un processus qui est probabiliste et qui aboutit à la sélection d'un truc. Ce que tu ne fais pas, ce que dans ces modèles à lui, aussi thermodynamiques, Roger ne fait pas, c'est que quand on arrive, quand on doit à la fin dire il y a un des résultats qui émerge, qu'on observe, eh bien c'est une hypothèse de plus que de considérer que, empiriquement parlant, on sait qu'on aura un résultat. Mais la raison pour laquelle on a ce résultat, je ne dis pas de prédire le résultat, je dis la raison pour laquelle on passe de ces modalités pour toi, ou de ces possibilités chez Roger, à un seul résultat, n'est jamais explicité. Il n'y a que GRW qui le fait. Oui, mais ça dépend ce que tu as résoudre le problème de la mesure, c'est donner ce mécanisme qui permet de passer de plusieurs à un seul. Tu es sur la même ligne que Franck. Mais oui, je suis d'accord avec Franck là-dessus, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pour moi, une fois que tu as dit que tu as mon quantification contextuelle, tu es forcément dans un cadre probabiliste. Donc après, ça ne m'ennuie pas d'avoir des probabilités. Ça suffit pas de dire ça. J'ai eu cette discussion avec un gars là qui voulait absolument que derrière les probabilités, qu'il y ait quelque chose sous la probabilité du résultat. Quand tu parles de probabilité, non, c'est un dé. Tu as des probabilités. Mais oui, mais c'est justement pas cette probabilité. Le lancer du dé. Et le lancer du dé qui s'arrête à un moment donné, c'est un processus physique qui aboutit à avoir sélectionné une valeur. Dans GRW, tu as une probabilité que le mécanisme qu'on ne connaît pas, mais qui est comme ça, fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui sort. Je comprends ce que tu dis, Hervé. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que la mécanique quantique ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'on essaie de résoudre dans le problème de la mesure et que personne ne résout. Mais c'est quand même le problème que tout le monde essaie de résoudre. C'est pas comme ça que j'essaye de le résoudre. Mais on est d'accord. Oui. Mais on est tombé d'accord pour dire que tu ne résolvais pas le problème de la mesure. Je résous le problème qui m'intéresse. Mais le problème de la mesure n'est pas réglé. Pas dans ton sens ou au sens de Franck, je suis d'accord. Je ne réponds pas à la question que pose Franck. Franck, il me demande, mais qu'est-ce qui fait que ça va ici ou là?
Je dis ben non, il n'y a rien qui fait que ça va ici ou là, il y a simplement qu'on a des probabilités que ça aille ici ou là, et puis une fois que c'est allé, on constate ce qui s'est passé. Parce que comme j'ai un univers macroscopique unique, et forcément dans cet univers macroscopique unique, comme il doit se passer quelque chose, c'est aussi dans mes postulats, il se passe quelque chose, on sait calculer la probabilité de ce quelque chose, et mettre à jour en fonction de ce qu'on observe. Mais il n'y a pas de truc qui détermine l'aiguillage. C'est comme ça que je vois la mécanique quantique, mais après on peut la voir autrement, et puis dire, comme GRW, ou comme Franck il a fait des petits modèles à gravité aussi, où il y a un truc dessous qui te dit ça va ici et pas là. Mais c'est pas ça que je fais. Donc, mais ça on en a parlé 1000 fois, Hervé, déjà. Mais j'ai pas l'impression de ne rien faire néanmoins. Non, mais c'est pas parce qu'on ne fait rien. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Bon, merci.